Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui David Benrimo qui va nous parler d'une application pour contrer la dépression. Ça utilise en fait l'intelligence artificielle. Ce serait très intéressant d'entendre de M. Benrimo à l'émission aujourd'hui. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, on va se poser la question, l'âme existe-t-elle? Notre invitée en début de deuxième demi, Cynthia Dionne, nous parle pour sa part du projet Point Virgule. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous allez découvrir ce que c'est. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, on commence en chanson avec Busty and the Bass et la chanson s'intitule Miss Judge. Bienvenue à Folie douce. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité qui est M. David Benrimo. Bonjour, M. Benrimo. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble d'une application pour contrer la dépression. Vous êtes de Fred Santé, qui est une compagnie, en fait, mais on va apprendre à savoir ce que c'est et surtout qu'est-ce que c'est l'application. Donc, est-ce qu'on peut présenter la compagnie d'abord? Absolument. Alors, Fred Santé, on est vraiment une compagnie qui est créée pour améliorer le traitement en santé mentale par l'outil vraiment de l'intelligence artificielle. OK. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, vraiment, les capacités d'analyse qu'on avait étaient limitées en tant que ce qu'on pouvait faire dans le domaine de santé mentale. Et ça limitait vraiment la capacité de personnaliser les traitements pour les patients, pour aider aux patients et leurs familles vraiment de trouver le bon traitement au bon moment. Ouais. Alors, nous, à Fred Santé, l'idée qu'on a, c'est on peut utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment faire des analyses qui permettent de trouver le bon traitement au bon moment pour le patient basé sur leurs propres caractéristiques individuelles et non pas seulement sur un diagnostic. Qu'est-ce que fait cette compagnie-là? Est-ce que c'est une compagnie qui existait avant de développer l'application? C'est quoi le but de la compagnie? Alors, on est très jeune. On s'est formé vraiment il y a 18 mois, effectivement. 18 mois? Oui, c'est ça. Oui, c'est pas très long. Et alors, on est vraiment un groupe... ça a commencé vraiment des scientifiques, de médecins, d'ingénieurs qui venaient de l'Université McGill et d'autres universités. Et on s'est formé en compagnie par réponse à la compétition, le IBM Watson AI Express, une grande compétition globale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vraiment faire des mouvements pour prendre des solutions pour les grands problèmes qui font face à l'humanité. Ouais. Alors, pour être capable de commencer dans cette compétition-là, on devait avoir une structure. Alors, on a formé une compagnie parce que c'était la structure qui nous permettait de plus rapidement trouver les gens, trouver l'argent, trouver la capacité de nous former, de nous ressourcer pour commencer le projet. Alors, avec ça, vraiment, ça a commencé avec le X-Prize. On est vraiment maintenant la première équipe dans la compétition. On est très fiers de ça. C'est une compétition qui a commencé avec 700 équipes, qui maintenant est dans les 30 équipes qui restent, et on est les numéro 1. C'est-à-dire qu'on a fait une compétition pour trouver les meilleures équipes pour pouvoir développer pour développer peut-être des outils au niveau de la santé mentale? Non, les outils généraux. Okay, alors, en général. Les équipes, ils avaient le projet de définir leurs problèmes et aussi leurs solutions. Okay. Alors, on a choisi la santé mentale, on a choisi la dépression spécifiquement parce que c'est une des plus grands problèmes de santé au monde. C'est la cause numéro 1 d'invalidité médicale au monde. Ouais. Ça contribue à les suicides, que c'est 800 000 personnes par année dans le monde. C'est un grand problème partout dans le monde, pas seulement au Ouest, mais vraiment partout. Ouais. Et on s'est dit, on sait qu'il y a un problème parce que moi, je suis médecin, alors je vois les problèmes dans la clinique. Plusieurs d'autres dans la compagnie sont des gens qui ont subi la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Alors, eux, du côté du patient, ils le voient. Et le problème, vraiment, c'est qu'on ne sait pas comment choisir les traitements de façon personnalisée pour les patients. Et on ne sait pas vraiment comment bien
de façon qualité, acheminer le patient et accompagner le patient au fur et à mesure du cours de traitement. On a plein de guides et tout ça clinique, mais vraiment ça c'est tout sur le papier et dans la clinique, pratiquement c'est difficile de faire. Alors on s'est dit, on va créer une application qui va faire trois choses effectivement. Première chose, c'est d'aider le patient à mieux comprendre leur propre situation, de voir leurs symptômes avec le temps, avec les réponses au traitement et de vraiment être capable de traquer ce qui se passe dans leur vie. Ça aide aussi le médecin et les autres membres de l'équipe de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie du patient. Deuxièmement, ça donne aux médecins des outils vraiment basés sur les données probantes qui aident à vraiment bien manager vraiment le traitement comme ça, la bonne dose utilisée, la bonne longueur de psychothérapie par exemple, de savoir quand additionner la psychothérapie, trucs comme ça. Et après ça, on additionne l'intelligence artificielle qui vraiment, elle vient et elle aide à choisir le traitement. Et donner des recommandations pour que le patient et le médecin prennent ça en compte pour faire des bons choix qui vont, on pense, aider à diminuer le temps que ça prend pour un patient de trouver vraiment la rémission, c'est-à-dire ne plus avoir de symptômes, et aussi de diminuer le temps que ça prend à aller vers là, et aussi plus de patients qui vont avoir de rémission. Comment on peut définir ce que c'est? Parce qu'on entend ça quand même, c'est même récent, l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'on ne connaît pas tant que ça. On comprend ce que ça veut dire, mais en même temps, on ne comprend pas tout à fait. Comment on pourrait le décrire pratiquement? Qu'est-ce que ça fait, l'intelligence artificielle? Et je pense que ça, c'est un gros problème, que c'est utilisé comme un buzzword et tout, que personne n'explique. Ouais. C'est vraiment très, très simple. Pour nous, on utilise l'intelligence artificielle comme méthode d'analyse statistique juste plus raffinée que ce qu'on avait avant. Alors avant, vraiment, on se basait sur des analyses de groupe. Alors on regardait une groupe, on regardait une autre groupe, on essayait de faire des différences entre ça. On perdait vraiment beaucoup de la résolution de l'individu. L'intelligence artificielle, vraiment, c'est juste une façon de faire les statistiques où on regarde l'individu comparé, bien sûr, aux autres individus, ouais. Mais ça nous aide à faire des prédictions au niveau de l'individu, au lieu au niveau d'un groupe. Mais qu'est-ce qu'on a comme données qui fait que... Et comment, techniquement, on est capable maintenant de traiter... pourquoi on peut parler de l'intelligence artificielle? On a ces côtés informatiques qui nous aident? Oui, alors c'est vraiment deux côtés. Premier côté, c'est les données, bien sûr. C'est les données au niveau d'avoir une belle quantité de données. Ça veut dire des milliers de patients qui ont passé au fur et à mesure des années. Et tout était noté, tout était gardé dans des bases de données, ouais, pas assez, malheureusement, ouais. Et il y a beaucoup sur le papier. Oui, il faut qu'on transfère, ça devient ardu. Oui, mais quand même, des dizaines de milliers de patients. Ouais. C'est des grosses bases de données. C'est aussi la qualité de données. Alors, on comprend de plus en plus quoi on doit collecter pour vraiment avoir des données complètes. Après ça, vraiment, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les données sont très, très importantes, mais aussi la sophistication de l'algorithme qu'on utilise. Alors, les méthodes statistiques, les maths, vraiment, c'est très important de savoir, avec une type de données X, comment on va l'analyser. Comment on croise ça? C'est un peu ça, comment on croise les données ou comment on fait du sens avec les données? Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est vraiment de prendre les méthodes qu'on développe dans les universités et l'appliquer sur les données pour dire, par exemple, moi, je veux savoir si un patient et on sait 50 choses sur ce patient-là, comment ces 50 choses interagissent ensemble pour dire oui ou non, ils vont répondre à un traitement spécifique ou à plusieurs différents traitements. Est-ce qu'on peut voir les différences entre les traitements pour un patient? Alors pour nous, on regarde ça, on regarde des centaines de points de données par patient et on regarde vraiment c'est quoi qui est important pour ce patient-là. Et comment l'intelligence artificielle va pouvoir évoluer avec parce que j'imagine en sachant la puissance qu'on a maintenant de traitement, ce qu'on n'avait peut-être pas avant, la prise de données va être différente. Comment on peut prévoir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? C'est pas évident non plus à prévoir l'avenir un peu, là. Absolument. Je pense que c'est très excitant parce que, premièrement, on va être capable de comprendre les mesures qu'on a maintenant, c'est quoi qui est important à collecter.
Alors ça, c'est la première étape. Ouais. On trouve ça. Comme ça laisse la place vraiment maintenant à regarder des autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on va utiliser? Est-ce on va commencer à utiliser des trucs, par exemple, de ton téléphone, du social media, de la génétique, d'autres mesures aussi qu'on peut maintenant additionner parce qu'on va savoir déjà des mesures qu'on a déjà, qu'est-ce qui est nécessaire de garder. Aussi, on va être capable de regarder les différents interagissements des différents facteurs dans un patient pour comprendre mieux c'est quoi qu'on manque, c'est quoi qu'on ne mesure pas maintenant. Est-ce qu'on mesure assez au niveau de comprendre l'état social du patient? Est-ce qu'on mesure assez de vraiment comprendre comment les symptômes interagissent avec leur capacité de faire leur travail ou d'être avec leur famille? Est-ce qu'on vraiment on mesure les bonnes choses? Alors, ça nous aide aussi à regarder quoi qui interagit avec quoi. Comme ça, on peut penser peut-être à des nouveaux types de mesures. Et comment l'application est déjà en place ou vous la développez toujours? Est-ce que c'est déjà fonctionnel? Alors, l'application a plusieurs phases. L'intelligence artificielle, ça va être fonctionnel dans un bout de temps. On est encore en train de développer. On a déjà des preuves de concept. On sait que ça va marcher. C'est juste une question de faire le travail et de valider ça en clinique. Bientôt, on va avoir une application qui a la capacité pour le patient de traquer leurs symptômes, plus la capacité au médecin d'avoir accès aux données probantes. Ensemble, ça va être relâché bientôt. Et déjà, on a fait un projet pilote juste au niveau de la collecte de données, le tracking des symptômes à l'hôpital général juif. Oui. Alors, on est en train de faire une rollout assez phase par phase, mais on est confiant que bientôt, dans les prochaines années, 2 années, on va avoir l'application au complet déjà dans le marché avec les résultats, avec l'interaction, avec c'est ça. Plusieurs personnes pourraient se dire être inquiets parce qu'après ça, on se dit est-ce que la vie privée, jusqu'à quel point ça va être éthique? C'est toujours ça un peu, le développement, il y a toujours du bon, mais en même temps, si on a une éthique intéressante, alors comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce que c'est important pour vous de... Absolument. C'est très important pour nous. C'est pour ça une grosse raison que, pour commencer, on utilise vraiment les mesures qu'on peut avoir dans les cliniques déjà. Alors, c'est pas qu'on est en train de collecter des choses différentes. On ne demande pas aux gens de nous donner accès à leur téléphone pour l'instant et tout ça. On demande les données qu'on peut avoir, des questionnaires, de comment vous utilisez l'application, mais pas ton Facebook et tout. Ouais. Dans le futur, ça pourrait être important, mais pour l'instant, on veut garder ça très simple et très facile pour les patients et on veut pas donner aux gens le sens qu'ils sont espionnés. Parce que c'est très important. Surtout si on parle de santé mentale, on peut en plus tomber dans une paranoïa ou de dire, les gens se sentent, peut-être qu'ils ont un service, mais en même temps, est-ce que vraiment les gens peuvent se sentir autonomes et un peu indépendants de cette application-là? Alors, ce qu'on dit, c'est vraiment plus, on veut que les gens que ça leur donne plus de pouvoir, que ça leur donne la capacité de créer des données et de les regarder, de créer des données et de comprendre comment leur traitement ça va. Alors, on veut vraiment donner le pouvoir aux patients et aussi d'augmenter la qualité de la relation entre le médecin et les autres professionnels de santé et le patient. Comme ça, tout le monde comprend mieux la situation. Vraiment, c'est ce qu'on fait déjà dans la clinique, mais de façon très inefficace. Alors, ça va rendre ça plus efficace. En plus de ça, ça va donner les analyses qui vont aider à augmenter la qualité des services. Oui. Donc, David Benrimo, vous êtes le spécialiste, comme le scientifique en chef, en fait, si on parle pour ce projet-là, c'est un peu ça. Comment on peut en savoir plus? Est-ce qu'il y a une façon de suivre un peu le développement ou en savoir plus sur le développement de cette application-là? Oui, absolument. Alors, on a un site web, AIFREDhealth.com. Comment on l'appelle? AIFRED Health, HEALTH.com. Ouais. On peut nous suivre là-bas aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, @AIFREDhealth. Et on a tous nos nouvelles là-bas. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel et la plupart du temps, c'est moi qui va répondre. Ouais, alors, c'est des questions, mais merci beaucoup. C'est ça. Non, c'est Mon plaisir. Bonne continuation. Merci et puis beaucoup. à une prochaine. Oui, absolument. Bon, au revoir. Un plaisir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
Nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous poses la question, Pierre, l'âme existe-t-elle? Oui, une question éternelle, je pense. Et métaphysique. Métaphysique, oui. Et c'est quand même intéressant de voir que les scientifiques s'intéressent à la question. Ça amène peut-être un angle nouveau. C'est un article écrit par M. Jérôme Gué, qui est psychologue, qui s'appelle « L'âme existe-t-elle ?» C'est sur le site ccpeweb.ca. Et dans cet article, M. Guy nous parle beaucoup d'un certain M. Mario Beauregard, qui est un spécialiste en neurobiologie, né en 1962, chercheur en neurosciences, agrégé du département de psychologie à l'Université de Montréal et titulaire d'un doctorat en neurobiologie de l'Université du Texas. Alors, M. Guy commence en nous disant « L'âme existe-t-elle? La réponse est non, selon la majorité des neuropsychologues. D'après eux, notre conscience n'est que la résultante des processus physio-neurologiques de notre cerveau. La métaphore qui est utilisée le plus fréquemment est que notre cerveau serait une sorte d'ordinateur biologique et notre esprit, les programmes qui font fonctionner l'ordinateur. » Un d'entre eux réfute cette thèse qu'il appelle matérialiste et réductionniste. Il affirme que si les chercheurs trouvent des corrélations entre certaines activités mentales et l'activation de régions spécifiques du cerveau, ces corrélations ne les justifient pas de conclure à un lien de causalité. Il s'agit de M. Mario Beauregard. Il croit que l'âme a une existence indépendante du cerveau. La recherche qui avait contribué à le faire connaître visait à étudier les corrélats neurologiques des expériences mystiques. Ces sujets de recherche étaient des religieuses carmélites à qui il avait demandé de reproduire du mieux qu'elles le pouvaient les expériences mystiques de contact avec Dieu pendant qu'il examinait leur cerveau au moyen de l'imagerie mentale. Les carmélites n'auraient jamais accepté de participer à ces recherches si elles n'avaient pas senti qu'il avait le plus grand respect pour leurs expériences mystiques. Mario Beauregard a comme objectif de démontrer que notre esprit a une existence indépendante de notre cerveau. Oui. Juste préciser avant, les religieuses carmélites, c'est des religieuses qui sont cloîtrées et qui sortent jamais. Ce sont des femmes qui choisissent Dieu et qui ont une grande foi, là, c'est ça, une grande pratique de la foi. Oui, leur foi, c'est la prière, c'est pas... Ils sont pas dans la communauté, non, ils sont fermés. Effectivement, c'est fermé, oui. C'est juste pour préciser. Mais ça donnait des bons sujets, dans le fond, pour vraiment essayer de mesurer ça. Hein. Alors, M. Beauregard utilise les analogies du prisme qui décompose la lumière blanche dans toutes les couleurs du spectre et de l'appareil radio qui transmet la musique. Le prisme n'est pas la source de la lumière, et si on démolit l'appareil radio, la musique ne disparaît pas pour autant. Selon M. Beauregard, nous, c'est-à-dire nos pensées, nos sentiments, nos croyances, nos intentions, notre moi, nos expériences spirituelles sont plus que la résultante des impulsions électrochimiques de notre cerveau. Un neurochirurgien a déjà dit à M. Dan Dennett, le plus important défenseur de la position matérialiste, que même s'il avait vu des centaines de cerveaux, il n'avait pas encore vu de pensée. Selon M. Beauregard, le cerveau est un filtre qui transmet et exprime les états mentaux et les expériences conscientes. Il met en évidence que, loin d'être objectif, la majorité des neuropsychologues font preuve d'une fermeture d'esprit face aux expériences spirituelles et mystiques. Est-ce qu'il fait une variation entre l'âme et les valeurs humaines qui, pour certains... fait partie de l'âme et c'est intrinsèque. Dire ton âme, c'est tes valeurs humaines. Oui, mais ça, je ne pourrais pas répondre à ta question. Oui. M. Beauregard nous cite les réactions scandalisées de ceux-ci, c'est-à-dire les neuropsychologues, qui refusent d'assister à une conférence de scientifiques parce que le Dalai Lama y est présent. Je suis d'accord avec M. Mario Beauregard, ça c'est M. Jérôme Guy qui parle, et il nous dit « Car je crois qu'ils font preuve d'une sorte d'intégrisme idéologique, comme si la science pure et dure allait être contaminée par les considérations spirituelles. »
Mario Beauregard appuie sa thèse sur les nombreuses recherches qui ont mis en évidence des manifestations de l'esprit, soit l'effet placebo, le neurofeedback, la neuroplasticité, la psychoimmunologie et l'hypnose. En somme, la capacité qu'a notre esprit d'influencer non seulement les réactions du cerveau, mais aussi de diminuer la douleur et d'améliorer notre état de santé. Mario Beauregard fait une très belle présentation de ses résultats de recherche très convaincants en les illustrant avec des histoires vécues. Il est assez étonnant qu'on ne prête pas plus attention à ces phénomènes et surtout qu'on ne met pas plus d'efforts pour apprendre aux gens à utiliser cette capacité d'auto-guérison. Cela pourrait déclencher une nouvelle révolution en médecine. Mario Beauregard aborde aussi le sujet controversé des sorties hors de leur corps, dont de très nombreuses personnes cliniquement mortes ont fait l'expérience. Les résultats de recherche sont ici aussi assez convaincants, même si on peut mettre en doute leur valeur scientifique, parce qu'ils sont basés sur des comptes rendus personnels et invérifiables. La majorité des neuropsychologues parlent d'hallucination pour expliquer ce phénomène. La science pure et dure élimine ainsi la curiosité et le désir de mieux comprendre un phénomène qui lui échappe et qui demeure un mystère. Alors, on va poursuivre en deuxième partie, je pense, un peu plus tard, oui, hein, Pierre. C'est intéressant. Donc, l'âme existe-t-elle? Merci, Ghislain. Merci, Pierre. On poursuit tout ça à l'émission Folie douce plus tard. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Cynthia Dionne qui nous fait découvrir le projet Point Virgule. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec la question « L'âme existe-t-elle » Vous entendrez aussi en chanson « Nuages de choses sauvages » et « Chanteur pour dames » de Lafayette. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Cynthia Dionne. Bonjour Mme Dionne, bienvenue à Folie douce. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous-même? Oui, très bien, merci. Oui, on vous appelle à Québec, en fait, vous êtes dans la région de Québec. Vous êtes gestionnaire pour Artisto Tattoo Inc. On va comprendre le lien qu'on veut faire ici. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui s'occupe d'une compagnie qui fait des tatous. Il y a une cause bien spéciale en arrière. Il y a un projet en fait qui vous tient à cœur qui s'appelle le projet Point Virgule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, en fait, c'est très simple. C'est qu'en 2008, il y a une dame qui a parti le point virgule comme symbole de soutien et de solidarité dans la prévention du suicide, mais aussi dans la dépression, l'automutilation et la toxicomanie. Donc, elle voulait vraiment un symbole qui allait réunir puis qui allait faire en sorte que les maladies mentales ne soient plus un sujet tabou et caché. Puis, nous, on souhaite continuer cette cause-là parce que la dame est décédée cet automne. C'est très triste. Ouais. Mais on souhaite que son message continue à circuler. Donc, les gens se font tatouer un point virgule quoi sur le poignet? À quel endroit? Oui, ils le souhaitent. Il y en a que c'est derrière l'oreille parce qu'ils souhaitent que ce soit discret.
Il y en a d'autres que c'est sur le poignet. Moi, c'est sur le poignet, puis je me l'ai fait tatouer en souvenir d'une amie qui a fait une tentative de suicide. Elle est encore en vie aujourd'hui et je remercie le ciel que ce soit le cas. Je l'ai trouvé à temps, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, les gens souvent veulent que ce soit discret, mais ils veulent quand même encourager la cause. Donc, finalement, comme entreprise de tatou, c'est votre conjoint, je pense, qui est le tatoueur, qui fait les tatous, oui. Mais vous êtes gestionnaire de cette entreprise-là. Ça n'a pas été difficile de le convaincre, j'imagine, d'embarquer dans l'aventure? Non, pas du tout. Au contraire, ça a été très facile parce que lui aussi a perdu des gens qui ont souffert de dépression et qui en sont venus à se suicider. Donc, quand je lui ai parlé du projet, il était vraiment enthousiaste. Il a embarqué tout de suite. Puis il m'a dit, écoute, on va même faire plus. On va encourager plus qu'un organisme qui travaille dans la prévention du suicide, mais aussi dans les maladies mentales, dans le but d'encourager le plus possible la communauté puis d'apporter notre soutien. Est-ce que d'après vous, il y a beaucoup d'entreprises qui s'ouvrent de plus en plus à ces causes-là? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est jamais un sujet qui est très vendeur. Les gens ont des fois on peur de parler de ça. Les gens ont tout ce qui est santé mentale, suicide, des problématiques. Les gens veulent souvent se tenir loin de ça. Est-ce que d'après vous, il y a plus de gens qui s'y intéressent? Oui, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Puis, il y a de plus en plus d'organismes qui le font aussi de différentes manières. Comme exemple, nous, on va donner pour la vigile prochainement, on va mettre des bacs. Bien, il y en a que ça va être ça. Ils vont mettre des bacs, ramasser des dons matériels pour les encourager parce que souvent, il y en a qui ont des endroits où ils peuvent accueillir les gens qui ne filent pas, qui ne se sentent pas bien. Puis, ils peuvent leur offrir quelques jours de répit avec de l'aide appropriée comme des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent dans le domaine. Oui. Est-ce que le fait de s'impliquer comme ça, entre autres dans le projet Point Virgule, est-ce que ça a changé peut-être votre perception de la santé mentale? Oui, mais en même temps, j'ai toujours eu une opinion très vaste parce que je travaille aussi dans le domaine de la santé avec les gens qui font de l'Alzheimer. J'ai 2 emplois, je m'occupe de la compagnie et je fais ça aussi. J'accompagne les gens aussi qui sont autant en détresse psychologique qu'en soins palliatifs. Donc, j'ai toujours été très ouverte là-dessus. C'est pas quelque chose qui me fait peur d'en parler, là, puis mon conjoint non plus, d'ailleurs. Mm-hmm. Bien, il faut avoir des gens comme ça qui s'impliquent, c'est intéressant. Comment ça se passe? Au courant d'une année, vous avez, on va en parler tout à l'heure, il y a une page Facebook, on donnera les coordonnées, là. Mais comment ça se passe? Vous organisez des moments, des événements? Comment ça se passe? On organise des événements, puis on va essayer de faire des événements le plus régulièrement possible parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation parce qu'on va chercher un organisme différent pour chaque événement. Mais on essaie d'en avoir 1 à 2 par mois. Donc, les gens peuvent aller sur notre page, ils peuvent s'inscrire, puis ils peuvent vérifier aussi, moi, j'aimerais encourager telle cause, fait que je vais m'inscrire, tel organisme, donc je vais m'inscrire à tel événement. Ou je voudrais aller à tel autre événement parce qu'il va y avoir telle chose. Comme là, on va privilégier aussi l'espace, le temps, la demande aussi. Les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils veulent être à Québec? Est-ce qu'ils veulent venir? Est-ce qu'ils veulent qu'on aille dans leur ville? Est-ce qu'ils veulent qu'on aille chez eux? Parce qu'on peut faire ça aussi. Mm-hmm. Et les gens qui se font tatouer à ce moment-là donnent un montant d'argent, puis c'est une partie du montant qui va en aide aux organismes? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui. On demande un don minimum de 30 $. Il y a la moitié du 30 $ qui va à l'organisme, puis l'autre moitié qui sert à payer l'équipement pour pouvoir tatouer tous ces gens-là parce que ça en prend beaucoup. Si on tatoue, exemple, 60 personnes, ben ça va prendre 60 aiguilles, ça va prendre 62. Donc, pour pallier à ça, puis des fois, souvent, on va louer des espaces. Donc, on va garder la moitié pour payer les équipements, puis le reste, on le donne intégralement là, à l'organisme. C'est une certaine façon, ce qu'on appelle en anglais, c'est un statement. Quelqu'un qui se fait tatouer, c'est pas juste se faire écrire, là, c'est permanent, là, tatouer un point virgule. Après ça, la personne, il faut vraiment qu'elle s'engage. Donc, c'est d'une certaine façon, on va se faire souvent demander probablement ça veut dire quoi ou tu crois à la cause si la personne est déjà au courant. C'est quand même un geste important. Hein? Oui, parce qu'on souhaite que les gens en parlent. Plus ils vont en parler, puis plus les organismes qui travaillent en santé mentale vont pouvoir avoir des dons,
des subventions, vont pouvoir avoir plus d'outils qui vont permettre justement d'aider le plus de gens possible. Puis souvent, la personne qui vient se faire tatouer n'a pas nécessairement perdu quelqu'un ou elle-même n'a pas nécessairement été en détresse. Mais elle veut encourager la cause, fait qu'elle va prendre un dépliant, puis elle peut rencontrer quelqu'un n'importe quand et dire « Hey, tu files pas, j'ai quelque chose pour toi. » Oui, exactement. Ça sensibilise la personne qui elle-même, elle devient comme un peu un ambassadeur, dans le fond, pour la cause. Hein? Oui, puis c'est ce qu'on souhaite aussi. Puis on est associé avec le salon de massage Mio Détente. La propriétaire, c'est Mélanie Vaillancourt, parce qu'on sait que certaines personnes sont réticentes à se faire tatouer. Donc, elle, dans nos événements, elle offre le massage sur chaise pour ceux, justement, qui ne veulent pas se faire tatouer, mais qui veulent participer à la cause quand même. À votre connaissance, Cynthia, est-ce qu'il y a d'autres entreprises de tatouage qui font ça? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Est-ce qu'on vous a déjà demandé conseils, comment ça fonctionnait? Est-ce qu'on s'est informé? Il y a une autre entreprise qui donne à des organismes aussi. C'est celle avec qui on était à notre dernier événement. Elle est du Mont-Saint-Hilaire. Okay. Elle aussi, elle se promène un peu partout là, pour faire ça, mais à mon avis, on est juste les deux seuls à le faire. Et comment vous voyez l'avenir? Parce que là, ça fait quand même un certain moment que vous tenez des événements comme ça. Comment vous voyez l'avenir du projet, justement, Point Virgule? On espère en faire encore longtemps. Puis on espère donner au plus d'entreprises possibles puis au plus d'organismes possibles pour aider le plus de gens possible. Puis si on peut, par ce geste-là, sauver la vie de quelqu'un ou que quelqu'un puisse y apporter l'aide nécessaire au moment opportun, nous, là, ça vient de faire notre bonheur. Oui, c'est ça. C'est un engagement. C'est une grande cause, mais ça vaut la peine. Je pense que vous voyez les résultats. Il y a quand même des gens qui participent et que c'est encourageant aussi. Là. Oui, c'est très encourageant. Puis c'est aussi le fait que les gens comprennent que c'est pas juste un symbole. C'est vraiment une façon de dire « Hey, si tu as besoin d'aide, là, nous autres, on va t'écouter. Si ça file pas, on peut t'aider. Si tu as besoin qu'on t'amène quelque part, gars, je comprends ce que tu vis. » Parce que souvent, les maladies mentales, c'est des maladies qui paraissent pas. C'est pas comme si tu as un bras cassé, tu as un plâtre. Là, tu n'en as pas. Tu as juste la tête virée à l'envers, puis ça paraît pas. Ça paraît pas, puis on te croit pas souvent, c'est ça. C'est ça. Fait que nous, on veut que les gens sachent que même s'il n'y a pas de plaster qui est voyant, là, eh ben, il faut en mettre un pareil. Ouais. Il faut soigner pareil. Oui. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il nous reste quelques minutes encore, Cynthia. C'est fort intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer, justement, peut-être dédramatiser ou démystifier ou en tout cas enlever un peu la stigmatisation qu'on fait envers les personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Quelles sont vos idées là-dessus? Bien, déjà, de leur apporter une écoute sans les juger. Ça, là, ça vaut de l'or. Puis, je vais être honnête, moi, j'en ai fait une grosse dépression il y a plusieurs années. Puis, j'ai eu de la difficulté à trouver de l'écoute. Puis, juste une écoute, des fois, là, tu parles avec quelqu'un, puis la personne, elle va avoir un flash. « Hey, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Hey, je connais une travailleuse sociale que tu peux aller voir. Je vais t'amener à telle place si ça file pas. » Ça fait toute la différence. La base, souvent, là, c'est juste l'écoute. Que les gens soient plus ouverts, plus, comment je dirais ça, oui, plus ouverts les oreilles, plus à l'écoute. Si quelqu'un dit qu'il file pas, prends-le au sérieux, ça file pas. Et prends 5 minutes de ton temps, qui est rien dans la vie, 5 minutes, qui peut peut-être sauver cette personne-là. Oui, parce que des fois, c'est un déclic. Moi, j'ai été chanceuse. Mon ami, j'ai reçu un message. J'ai reçu sa lettre avant qu'elle ait fini de passer à l'acte, si on peut dire. Là. OK. Je l'ai reçu à temps, puis j'étais pas loin de chez eux. Mais souvent, quand les gens reçoivent le mot, il est déjà trop tard. Mais souvent, avant ça, la personne, elle a déjà donné des signes que quelque chose n'allait pas. « Hey, je file pas ces temps-ci, là. Ah, ça marche pas. » Puis l'entourage sont fermés. Et souvent, quand on remarque que la personne, quand il y a vraiment un gros changement dans l'attitude de la personne, des fois, c'est des signes aussi. Il faut être à l'écoute. Oui. Puis souvent, les gens, ils vont donner leurs choses. Moi, j'ai remarqué ça souvent là, en santé mentale. Quand ils vont vouloir passer à l'acte, ils vont donner leurs choses. Ils vont se débarrasser de ce qui compte pour eux. Ils vont se détacher de la réalité. Pour préparer leur sortie, là, dans le fond.
Oui. Fait que c'est important d'avoir les yeux ouverts. Puis des fois, là, juste un 5 minutes ou juste sourire à quelqu'un qui ne file pas, ça peut faire toute une différence d'une journée. Effectivement. C'était fort intéressant. On va donner les coordonnées, justement, parce qu'on parle du projet Point-Virgule, qui est en fait, c'est de faire tatouer le point-virgule. Savez-vous combien il y en a eu de tatoués à date? Est-ce que ça s'est comptabilisé? Le premier événement qu'on a fait, 97. Le deuxième, 47. Puis en 4 ans, on a dû en tatouer un bon 200, 300 facile. Fait qu'il y a plusieurs personnes là, un peu partout au Québec. Si vous voyez un point-virgule tatoué quelque part, ça veut dire que la personne est très, très consciente de la santé mentale, puis probablement qu'elle appuie justement des bonnes causes. Hein. Oui, ça veut dire qu'elle est consciente, ça veut dire qu'elle comprend aussi son tatouage, puis qu'elle accepte d'apporter son aide. Oui. Si jamais quelqu'un ne file pas, ou même un inconnu, faut que les gens soient plus ouverts. Il n'y a pas 36 solutions pour aider les gens qui souffrent de maladie mentale. C'est juste d'être présent, à l'écoute, puis donner aux organismes. Mais n'hésitez pas à donner. Oui. En terminant, Mme Dionne, on va donner qu'est-ce qu'on cherche sur Facebook pour trouver votre page? Vous tapez Artisto Tattoo Inc. Puis Inc, c'est INK pour encre. Comme de l'encre, c'est ça. Fait que si on cherche ça sur Facebook, on trouve votre page, puis on a toutes les informations sur tous les événements, puis on peut vous rentrer en contact avec vous et tout, là. Oui, vous pouvez m'écrire. Sinon, vous pouvez m'appeler aussi. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est intéressant. C'est la première fois qu'on recevait des gens dans le domaine du tatou, mais ça a été fort agréable puis fort instructif, surtout sur la santé mentale. Merci beaucoup, Mme Cynthia Dionne, d'avoir été des nôtres. Merci, ça fait un plaisir de répondre à vos questions. Bonne continuation. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie Douce. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé. Le sujet entamé plus tôt, l'âme existe-t-elle? Pierre Laporte et Ghislain Malo. Oui, d'après un article qui s'appelle effectivement L'âme existe-t-elle? Un article écrit par M. Jérôme Gay, qui est psychologue et qui nous parle de M. Mario Beauregard, qui est un spécialiste en neurobiologie et un Québécois, et ce M. Beauregard, lui, pense que l'esprit et l'âme sont différents du cerveau. Ça a toujours un peu fasciné les scientifiques, mais c'est toujours difficile à faire la preuve. À quantifier. Oui. Ouais. Alors, M. Jérôme Guy dit « Jusqu'ici, Mario Beauregard a facilement réussi à me convaincre, mais il réussit moins bien lorsqu'il discute du cancer, des phénomènes psy et de la télépathie. J'ai de fortes réserves et je partage l'interprétation de la majorité de chercheurs à l'effet que ces résultats démontrent que ces phénomènes existent, mais faiblement. En fait, la moyenne du groupe de sujets noie les différences individuelles. Il serait, à mon avis, beaucoup plus intéressant et utile d'étudier les 10% supérieurs des échantillons, c'est-à-dire porter notre attention sur les personnes qui semblent posséder les meilleures habiletés. Dans sa conclusion, Mario Beauregard, se basant sur certaines constatations des recherches en physique des quantas, affirme que malgré que l'esprit et la réalité aient l'air d'être séparés, ils seraient en continuité. Il y aurait une interconnexion entre l'esprit et la réalité physique qui rendrait l'esprit capable d'influencer les événements du monde physique. Certains résultats des recherches semblent démontrer que des particules très éloignées l'une de l'autre auraient une influence l'une sur l'autre. Werner Heisenberg, un des premiers physiciens des quantas dans les années 30, constatant qu'on ne pouvait mesurer à la fois la position et la vélocité des particules, avait énoncé une théorie selon laquelle l'acte d'observation lui-même changeait la réalité à observer. D'autant plus que les particules pouvaient devenir des ondes selon la façon dont on les observait. Cette théorie d'Heisenberg a trop souvent été utilisée à toutes les sauces par les tenants de théories ésotériques et farfelues. D'autres théories ont vu le jour depuis les années 30 qui permettent de comprendre autrement ces phénomènes. Par exemple, la théorie selon laquelle la matière fondamentale de l'univers ne serait pas constituée de particules, mais de cordes qui vibrent, ce qu'on appelle en anglais la string theory. Quant à moi, je préfère me fier à l'opinion de John L. Casti, mathématicien et auteur américain qui, après une analyse rigoureuse, exhaustive et me semble-t-il très objective, des théories
supportant l'un et l'autre des points de vue, en vient à la conclusion qu'il existe une réalité extérieure indépendante de l'observateur. C'est assez heavy cette semaine côté physique. Ouais. Oui, ça prend quand même un peu de champignons magiques pour comprendre tout ça. Faut juste suivre. Monsieur Guy continue en disant « Nous ne sommes pas que de purs esprits dont le cerveau ne serait que le véhicule. Notre esprit est incarné non seulement dans notre cerveau, mais aussi dans notre corps. Le filtre ou le transmetteur que serait notre cerveau, mais plus encore notre système sensorimoteur, impose des contraintes qui influencent notre façon d'élaborer des concepts. La structure et les mécanismes de la raison sont façonnés par le système sensorimoteur. La vision et le mouvement forment les schémas et images mentales et les concepts abstraits sont basés sur des métaphores qui utilisent des capacités sensorimotrices de faire des interférences abstraites. Ce sont nos corps et comment ils fonctionnent dans le monde qui structurent les concepts que nous utilisons pour penser. On ne peut pas penser n'importe quoi, mais seulement ce que nos cerveaux nous permettent de penser. Cette constatation est éloquemment illustrée par le fait que notre esprit est incapable de comprendre la physique des quantas. Les scientifiques les plus renommés dans le domaine disent que la majorité des personnes qui disent comprendre la physique des quantas sont des menteurs. Par contre, les concepts de la physique newtonienne nous font du sens parce qu'ils correspondent à ce que renvoie notre système sensorimoteur à notre cerveau. Sans vouloir m'étendre sur le sujet, nous dit M. Gay, il est évident que nos expériences de vie influencent aussi comment nous pensons et réagissons. Ces expériences laissent des marques dans notre cerveau. En conclusion, M. Gay nous dit, malgré mes réserves face à son extrapolation, en conclusion, je partage totalement la thèse de Mario Beauregard à l'effet que notre esprit a une existence unique qui est indépendante de notre corps vivant. Je serais porté à penser que l'esprit survit à la mort du corps. La question que je me pose, est-ce que l'identité unique de notre esprit est perdue après la mort ou si elle se fond dans une sorte d'esprit collectif? Alors... Des questions importantes que... C'est-à-dire, comme on dit, quand on est chrétien, on croit effectivement que ça perdure, que ça vit. C'est l'affrontement entre la rationalité et ceux qui croient à une après-vie. Et les chrétiens, souvent, vont dire aussi que ça fait pas de sens, la vie, si l'âme n'existe pas, parce que c'est quoi un renouvellement de la société sans arrêt? Donc, le but ultime, c'est quoi? C'est juste de vivre 100 ans, de mourir, d'avoir de nouvelles personnes. Donc, c'est perpétuer peut-être juste la beauté le plus possible sur la Terre en essayant de dire. C'est peut-être juste ça. Et c'est intéressant quand même qu'on s'y intéresse, mais oui. on disait souvent que les gens arriveraient pas nécessairement à prouver ça. C'est tellement grand que peut-être un jour, ça pourra se prouver. Peut-être un jour, oui, mais je pense que c'est pas pour aujourd'hui. C'est une question d'y croire ou pas. Merci beaucoup, Pierre Laporte. Donc, l'âme existe-t-elle? Merci. Ghislain Malo également à l'émission Folie Douce. C'est un excellent sujet. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Bien, Ghislain, cette semaine, on a écouté en première position de chanson, en fait, Miss Judge. Du groupe Busty and the Bass. On a pu entendre Les Amants de l'Aube. De Mathieu Lippé. Dans la deuxième demi, on a pu entendre la chanson Nuage. Du groupe Chose Sauvage. Oui, et à l'instant, Chanteur pour dames. De Lafayette. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci. Ainsi que pour ta participation à l'émission. Oui, ça fait plaisir. Merci Pierre Laporte pour tes blocs Espresso. Bienvenue. Oui, tu nous parlais sur l'âme. En fait, c'est l'âme existe-t-elle? C'est intéressant. Merci pour ta mise en onde également. Notre premier invité, David Benrimo, nous a parlé d'une application pour contrer la dépression. C'était fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et notre invité en début de deuxième demi, Cynthia Dionne, nous a parlé du projet Point Virgule, donc du tatouage pour sensibiliser sur la santé mentale. Tout ça dans le menu de Folie Douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.
do do do